Yo Kamela kusikiliza uji umvwa nyosonge tuba mukewa à l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Très chers téléspectateurs de la 30 Télévision, vous êtes en direct sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À l'écoute. Le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'ouvre ce vendredi à la haute cour militaire de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le procès Constant Mutamba à la cour de cassation, nomination à la Banque centrale et dans des entreprises publiques, accord de principe entre Kinshasa et le M23, ce sont ce sujet qui seront développés tout au long de cette émission à l'écoute avec mon invité. C'est la première fois que je puisse le recevoir. Il s'agit de Monsieur Roger Ngoy Famba, qui est porte-parole du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Monsieur Guy Roger Ngoy, bienvenue. Merci Madame Jaël pour l'invitation. Comment se porte votre formation politique, mais aussi votre président national? Celui que je salue d'abord en premier. Ensuite, j'adresse toutes mes salutations à l'ensemble de la population congolaise, représentée par ceux qui nous suivent en ce moment-ci. J'aimerais vous répondre que le président Jean-Marc Kabound se porte très bien. Il poursuit ses consultations politiques, mais également il investit de son temps pour réfléchir sur l'ensemble du bien-être du peuple congolais. Notre formation politique, qu'il a le privilège ou l'honneur de diriger également, se porte très bien. Nous poursuivons les différentes réformes en notre intérieur et nous essayons ici, tant soit peu, d'améliorer les failles qui ont autrefois caractérisé notre gestion pour bien entendu rendre l'implantation de notre parti effective tout au long de cette année. Il y a des départs. Ça n'a pas fragilisé. Il y a, je pense, celui qui vous remplacez, le porte-parole, Guy Soulin, qui a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le remplacement de l'ancien camarade qui est parti ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui relève d'il y a plus d'une année. Et donc son départ ne s'inscrit pas dans le sens d'une divergence d'opinion, mais plutôt dans le sens d'un remerciement, puisqu'il faudrait reconnaître que le parti en son sein regorge certaines valeurs, certaines éthiques, qui, dès qu'elles ne sont plus respectées par tous les membres qui composent notre parti, eh bien, la hiérarchie du parti ne finit que par prendre certaines décisions qui s'imposent. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos chemins ne sont plus réunis tels que nous l'étions auparavant. Mais alors, qu'en est-il de la coalition de la gauche? Comment ça se passe? Il y a des mouvements, des partis politiques, de formations politiques qui viennent adhérer à la coalition de la gauche qui a été lancée il y a quelques temps par Jean-Marc Kabound. Merci Madame pour la question. La coalition de la gauche congolaise, cette plateforme qui est dirigée par le président Jean-Marc Kabound, qui est de surcroît président de l'Alliance pour le changement, se porte très bien. Évidemment, les pères fondateurs de cette plateforme politique, en mettant en place cette structure, cette méga structure, allais-je dire, étaient dans le but de réunir tous les Congolais, toutes les Congolaises qui partagent les idéologies de la gauche, les valeurs prônées par la gauche. Comme vous le savez, dans les courants politiques au monde, à travers le monde, nous avons que deux tendances. Nous avons soit la gauche ou la droite. Évidemment, entre les deux extrêmes, il y a le centre, il y a également l'extrême gauche et l'extrême droite. Dans l'optique ou dans les circonstances actuelles au sein de notre pays, nous avons cette ouverture, nous avons cette main tendue à l'endroit de toutes les formations politiques qui partagent les mêmes convictions que nous, ou à la base qui n'ont pas les mêmes théories et les mêmes textes que nous, mais qui doivent plutôt les modifier avant d'intégrer notre formation politique, notre plateforme politique. Dans ce sens, nous sommes assez ouverts,
nous sommes assez disponibles de travailler avec quiconque qui porte à cœur l'idée et l'intention de rejoindre la coalition de la gauche congolaise. Vous dites que vous êtes assez ouvert alors qu'on apprend qu'il y a des refus, notamment la formation politique de Madame Ninekou. Madame, vous savez, dans ce secteur, il faut vraiment se méfier de tout ce qui se raconte à travers la toile, puisqu'il y a des déformations des faits, il y a des infox qui se faufilent entre la méga circulation d'informations à travers les réseaux. Et donc, chacun, pour se faire intéressant, pour se faire remarquer, peut colporter certaines informations, peut parfois colporter sur certaines personnes, sans pour autant traduire ou sans pour autant transmettre l'information est la vraie, celle que je suis en train de vous dire à ce moment-ci, et que la coalition de la gauche congolaise n'a jamais à ce jour rejeté une quelconque demande. C'est vrai qu'il y a eu des demandes qui ont été formulées, et pour des raisons purement idéologiques, pour des raisons purement structurelles, il y a certaines formations qui n'ont pas obtenu leur avis favorable d'intégrer la coalition de la gauche congolaise, pas en leur refusant l'accès, mais simplement en leur demandant d'harmoniser d'abord leurs textes en interne, puisque nous sommes une coalition qui marche sur des principes. Vous ne pouvez pas être de la droite et vous retrouver aujourd'hui dans la coalition de la gauche. Voilà pourquoi les pères fondateurs de la coalition de la gauche congolaise ont mis en place un certain nombre de critères, un certain nombre de critériums pour permettre à toutes les formations politiques qui prestent en RDC, mais qui ne soient pas de la gauche, de d'abord modifier leurs textes, modifier leur idéologie et ensuite nous rejoindre dans le combat. C'est cela le schéma que les pères de la coalition de la gauche congolaise ont mis en place. Voilà, c'était l'essentiel des infos concernant votre parti politique, mais aussi la plateforme, la coalition de la gauche congolaise. Monsieur Guy Roger Ngoy, je l'ai annoncé au début de cette émission, le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'ouvre ce vendredi à la haute cour militaire de Kinshasa. Comment vous commentez cette annonce? Comment? Bon, c'est sans surprise pour nous, puisque vous le savez, lors de la déclaration, lors de la prise de parole du président Kabound, il avait soulevé certains points qui, à mon avis, répondaient déjà à cette question. Il faudrait que chaque humain, autorité ou non, se dise que nous ne demeurerons pas forts éternellement. Qui pouvait s'imaginer aujourd'hui que le tout-puissant ancien président et sénateur honoraire à vie serait dans cette posture? Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dirai pas non plus qu'il a raison, mais je dirais, qui pourrait s'imaginer aujourd'hui que l'ancien président avec toute la maîtrise qu'il avait au sein de l'appareil judiciaire, au sein de l'armée, au sein de la police, se retrouverait aujourd'hui en face des personnes congolais, des citoyens congolais pour les juger? C'est un message interpellateur. Cette situation est interpellatrice dans la mesure où même ceux aujourd'hui qui sont en train de tirer les manettes, qui sont en train d'instiguer cette situation, devront à un moment donné se remettre en question. Vous pensez que la situation a été instigée parce que Joseph Kabila est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, soutient un mouvement insurrectionnel? Derrière l'instigation, je ne dis pas qu'il y a manœuvre. Derrière l'instigation, je dis que ceux aujourd'hui qui sont à la tête du pays devraient à un moment donné s'intérioriser, retourner face à leur propre conscience et se poser mille et une questions. Demain, si nous ne gérons pas très bien les choses, ne serons-nous pas à la place du président honoraire? Puisque qu'on le veuille ou non, nul n'est au-dessus de la loi. La même loi que vous êtes en train de bafouer aujourd'hui peut se retourner contre vous. Il faudra bien faire les choses pour le peu de temps qui vous reste, pour que demain, que vous ne puissiez pas être en contradiction avec la justice. Puisque peu importe là où vous vous retrouverez, la justice mettra la main sur vous. Ceci est dit à l'endroit de toutes les personnes qui ont détourné les deniers publics. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre l'ancien président honoraire. Je parle de la République est en train de poursuivre l'ancien président honoraire. Le président honoraire était, je suis en train de dire, pour les crimes qu'il aurait commis. Puisque jusqu'à preuve du contraire, il est encore présumé innocent. Mais ceux pour qui il y a de preuves de détournement, ceux avec qui nous sommes en train de cohabiter aujourd'hui,
avec qui nous sommes en train de circuler à travers les artères de la ville de Kinshasa, qui ont détourné les deniers publics, quel sera leur sort demain? Le président Kabound avait dit quelque chose de très capital. Nul n'est fort éternellement. C'est cela la petite observation, le petit commentaire que je peux faire face à sa situation. Mais ce procès va-t-il remettre le débat sur les immunités de Joseph Kabila? Parce qu'on sait que ces immunités ont déjà été levées au Sénat. Mais il y a notamment comme sa famille politique qui décriait la violation du statut de l'ancien président de la République. Est-ce que vous pensez que ce procès va bien se dérouler? Parce que quand il y a déjà à boire et à manger par rapport à ces immunités, le Sénat a déjà levé, mais il y a d'autres personnes qui disent que non, il est ancien chef de l'État, comment on peut lever les immunités d'un sénateur alors qu'il les obtient parce qu'il est président honoré. Vous risquez de nous ramener dans le débat qui a secoué, mais voilà pourquoi je vous pose la situation de l'ancien Premier ministre Matata Pognon. Que l'on soit président de la République, que l'on soit Premier ministre, que l'on soit ancien chef d'État, que l'on soit ancien Premier ministre, vous êtes citoyen congolais et donc à un certain moment donné, vous devez rendre des comptes. S'il y a des choses, je ne dis pas que pour mais le la procédure, c'est le problème de la oui, il y a des choses, mais il faut suivre aussi, respecter les procédures. S'il y a des choses que l'on reproche à X ou Y personne, qu'il soit président de la République ou non, il faudrait à un moment donné que cet individu réponde devant la justice. Mais si la procédure est biaisée, il y a des mécanismes au sein de cet appareil judiciaire pour relever ces exceptions, comme ils les ont toujours appelées, et obtenir la réparation ou soit de la correction de la procédure. Je n'entrerai pas dans des considérations purement juridiques. Ce que je voudrais, par rapport à cette situation, vous faire comprendre est que nul n'est au-dessus de la loi. Même aujourd'hui, ceux qui sont en train de tirer les ficelles derrière cette affaire, ils doivent se mettre en tête que demain ou après-demain, ça risque d'être leur tour. D'accord, monsieur Roger. Le procès de Joseph Kabila qui arrive, alors que Kinshasa a signé l'accord de principe avec le M23 AFC à Doha la semaine passée. Vous pensez qu'il y aura encore un problème de cohésion parce que Kinshasa est en train de négocier, je pense que le 8 août prochain, on aura un accord de paix entre Kinshasa et les M23. Le M23 dans le gouvernement qui accuse Joseph Kabila d'être derrière ce mouvement. Madame, c'est une très fausse lecture de résumer les problèmes qui gangrènent notre pays à la simple présence du M23. Les problèmes qui rongent notre pays vont au-delà du M23. Puisque, à l'instar du M23, il y a d'autres groupes armés qui opèrent, non seulement dans la province du Nord et du Sud Kivu, mais également dans la province de l'Ituri. Ça, on ne le dit pas. Il y a plusieurs fils et filles du Congo qui meurent à la province de l'Ituri. Et je ne dirais pas la mégestion qui caractérise le pouvoir actuel. Mégestion qui est aussi mise dans le lot des problèmes qui rongent la situation de notre pays aujourd'hui. Et donc, penser que la signature de l'accord de Doha, penser que la signature de l'accord de Washington va résoudre le problème, c'est faire une fausse route. Pourquoi? Puisque ce serait soustraire toutes les autres causes du problème que traverse notre pays, alors que ces problèmes-là doivent impérativement trouver de solutions. Je donne un exemple. La crise sécuritaire, c'est je donne un exemple. Fragilise vraiment le pays. L'opinion politique en RDC, à Kinshasa principalement, je parle là de l'opposition, pense que, ou nous disons que, les scrutins de 2023 est entièrement, étais-je en train de dire, entaché d'irrégularités. Cela remet en cause même la légitimité du pouvoir en place. Comme pour dire, aussi longtemps que nous n'allons pas nous retrouver autour d'une table, ce problème persistera. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous retrouver autour d'une table, les plans seront mis en place pour qu'en 2028, que les choses puissent aller encore de mal en pis. Alors pour faire obstacle, pour s'opposer à cette forme de résolution aussi superficielle de la question, le président Jean-Marc Kabound avait proposé en son temps qu'au lieu que le gouvernement congolais, qu'au lieu que le pouvoir en place
ne puisse continuer à se lamenter, ne puisse continuer à pleurer face à l'agression des M23, nous devons préconiser le niveau de dialogue à 2 niveaux. Le premier niveau devrait faire intervenir les chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, où ils signeraient un accord international entre les 2 pays, à l'échelle internationale. Ça a été fait. Cet accord devrait permettre à ce moment-là que les troupes rwandaises puissent se retirer de notre territoire pour que nous puissions rester entre nous, Congolais, et résoudre les questions qui concernaient strictement la RDC. C'est ce qui se passe à Doha. Exactement. Il y a une partie de la résolution du problème entre Congolais qui est en train de se dérouler à Doha. Mais cette partie, telle que je suis en train de vous dire, ne résume pas l'ensemble des problèmes qui rongent notre pays. Après la signature de l'accord au niveau de Doha, une table ronde entre les fils et les filles de la RDC doit s'organiser ici à Kinshasa ou ailleurs, bien entendu, si les questions sécuritaires sont en train de se poser, pour que nous puissions débattre sur tout ce qui ronge notre pays. Problème de gouvernance, problème de justice, tout ce qui est lié à la gestion financière de notre pays. Il y a une opacité qui ne dit pas son nom. Si aujourd'hui, on se limite qu'à penser que la signature de l'accord à Washington va résoudre totalement le problème ici à Kinshasa et dans notre pays, ce serait faire une totale fausse route. Mais résoudre quand même la crise sécuritaire. Ça ne va rien résoudre. Puisqu'il vous souviendra que malgré que l'accord a été signé à Washington, malgré que les discussions sont avancées au niveau de Doha, les armes sont en train de continuer à crépiter. Les balles sont en train de crépiter toujours à l'est. Et en Ituri, on n'en parle pas. Encore pas plus tard qu'hier, il y a des déclarations assez belliqueuses qui ont été tenues par les chefs d'état-major ougandais. Et donc, nous devons avoir conscience que la menace est réelle, que le créneau qui nous est accordé, que ce cessez-le-feu qui a été obtenu, bien entendu, qui s'inscrit dans la logique proposée par le président Jean-Marc Abound, devrait servir d'une fenêtre de tir pour permettre au gouvernement de Kinshasa de réunir toutes les filles et tous les fils de la RDC. C'est là pour discuter des problèmes de la RDC, dans le but de ramener une paix qui sera effective. Vous vous rangez dans le schéma de la Senko et CC? Les évêques de la Senko et de l'ECC ont été reçus par le président Jean-Marc Abound. Ils ont longuement discuté sur les aspects relatifs à la situation de l'Est. Ils ont sans doute reçu ce que nous avons comme cahier de charge. Ils ont sans doute reçu ce que nous avons comme vision par rapport à cette situation, et je pense que dans le processus qu'ils sont en train de mener, ils intégreront nos observations et nos amendements. Donc c'est pour dire que le dialogue reste le seul moyen par lequel nous les Congolais pouvons arriver à trouver une solution face à nos problèmes. Mais le Congo, on a toujours dialogué, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu 2001, il y a Sun City, il y a eu en 2013, on est passé par plusieurs phases de dialogue. Évidemment, tous les dialogues... Vous pensez que ce dialogue que votre parti est en train de proposer viendra, c'est ce dialogue-là qui viendra quasiment mettre fin à tous les problèmes comme vous évoquez. Il n'y a aucun dialogue parmi tous ceux dont vous avez cité qui n'ait pas apporté de solution. Tous ces dialogues cités, ont apporté des solutions. Le président Jean-Marc Abound, notre parti, l'Alliance pour le changement, avait très bien dit initialement que nous aurions souhaité que l'issue de cette guerre puisse se faire par les armes. Nous aurions souhaité rapporter une victoire au sein de l'armée. Par l'armée, grâce à l'armée, étais-je en train de dire. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était quasiment impossible, puisque notre armée est déstructurée. Notre armée n'est pas efficace sur le terrain. Nous essuyons des échecs. Il y a de la traîtrise au sein de nos FARDC. Il y a un problème de munitions. Il y a des problèmes de détournement des rations des militaires. Dans ces contextes, il est impossible que nous puissions ramener une victoire à la maison. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Étant donné que l'armée éprouve certaines difficultés, il faut négocier et se mettre à table. C'était vraiment un rêve, partir aux États-Unis et espérer ramener les militaires américains. Ce serait faire preuve d'une méconnaissance totale de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Pour la petite histoire, les récentes interventions des États-Unis d'Amérique en territoire étranger ont coûté suffisamment en termes politiques à tous les dirigeants qui ont eu à exercer à la tête des États-Unis d'Amérique. Je cite l'exemple. Lorsqu'il y a eu le conflit au Vietnam, entre le Vietnam Nord et le Vietnam Sud, le président des États-Unis d'Amérique à l'époque, Richard Nixon, avait envoyé des troupes américaines intervenir au profit de l'État Sud, qui
était en train de lutter face à l'État nord qui emmenait des idées ou des velléités communistes. Alors qu'à l'époque, nous étions en pleine guerre froide. Il s'est déroulé une guerre qui ne dit pas son nom, parmi les plus sanglantes de l'histoire. C'est ce qu'on connaît sous le nom de la guerre Indochine. La situation entre le Vietnam Nord et le Vietnam Sud s'était soldée au profit de ceux qui s'opposaient aux Américains. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens qui s'est retrouvés au Nord avaient des relais au niveau du Sud. Comme pour dire, il y avait la traîtrise. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique venir en RDC, envoyer des troupes, envoyer des munitions, serait un mauvais investissement. Puisque déjà notre armée est infiltrée. Puisque déjà au sein de l'opposition non armée, au sein de ceux qui sont aujourd'hui dans la zone non occupée par les rebelles, il n'y a pas une unité. C'est-à-dire que les Américains qui vont venir seront parfois livrés par ceux-mêmes qui sont ici à Kinshasa. Donc vous pensez que cet accord va engendrer un problème ou des problèmes plus tard? Non, mais les Américains ont été très sages en refusant d'emmener des troupes armées ici. Comme ils l'ont fait d'ailleurs en Irak. Ils n'ont fait qu'envoyer les munitions. Mais envoyer les munitions dans les conditions actuelles, c'est encore créer d'autres problèmes. Puisque ce serait un investissement gâché quasiment, étant donné que nous sommes infiltrés au sein de l'armée. Il n'y a pas une unité. À la différence de ce qui se passe à l'Ukraine, même si l'infiltration zéro n'existe pas, mais il y a quand même une certaine cohésion autour de leur leader. Ici, la légitimité même du président Félix Tshisekedi est remise en cause, pas à tort, à raison, puisque les élections de 2023 ont été un fiasco. La première de l'histoire que des élections présidentielles se déroulent en plus de 8 jours. Nous pensons Félix Tshisekedi n'a pas la légitimité de Congolais. La preuve, elle est là sur terrain. Les élections ont été chaotiques. Vous n'avez pas, vous avez quand même entendu toutes les critiques qu'il y a eu autour des élections. Il y a toujours eu des critiques. Partant des machines à voter. La RDC organise des élections. Partant des machines à voter, aux invalidés accusés d'avoir dupliqué le bulletin de vote ou d'avoir fait organiser des votes, des scrutins à leur propre domicile. Toutes ces irrégularités jettent en pâture même les résultats finaux des élections. Mais est-ce qu'on ne peut pas oublier tout ça pour le bien-être du pays par rapport à la pression que l'on fait face au C'est dans cette logique-là que l'Alliance pour le changement a préconisé que nous puissions aller au dialogue. Dialogue au niveau international et dialogue au niveau national. Au niveau national, c'est pour se dire des vérités. C'est pour qu'en 2028, plutôt que l'on nous donne une RDC, plutôt que nous donne un Congo balkanisé, que nous puissions faire la remise et reprise avec le régime en place en ayant 2 345 410 km². Nous ne nous inscrivons pas dans cette logique pour accompagner le régime dans ce qu'il est en train de faire. Nous nous inscrivons dans cette logique pour que le régime en place puisse nous laisser le pays à l'état où il l'a reçu en 2018. Simplement parce que nous sommes rendus à l'évidence que ce régime ne va pas développer le pays. Plutôt que nous laisser des problèmes, plutôt que nous laisser une RDC balkanisée, vaut mieux nous laisser un pays uni pour que nous puissions envisager son développement au-delà de 2028. Monsieur Guy Roger Ngoy, vous n'avez pas répondu à ma question. Je me posais la question à Joseph, le procès de Joseph Kabila qui s'ouvre aujourd'hui, ne va-t-il pas fragiliser les négociations des Doha? Ce sont des exercices assez élémentaires en technique des négociations. Il faut avoir beaucoup d'éléments à présenter sur la table pour que lors des discussions, qu'on puisse échanger. Et donc ce procès s'inscrit dans cette même logique. Ne vous attendez pas à ce qu'il puisse y avoir un acquittement. Évidemment, puisque les faits sont là. Au regard de Kinshasa, le président Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, est un homme qui a soutenu les M23. Au regard du M23, ils disent que le régime de Kinshasa est illégitime. Chacun va s'accuser mutuellement. Cela, c'est pour que lorsqu'ils arriveront à la table de négociation, lorsque nous arriverons à la table de négociation, que chacun puisse brandir sa carte. Et donc, ce procès est un élément de pression face au M23. C'est la situation actuelle. Pour tout acteur politique, chaque personne veut avoir sa carte en main. Nous n'allons pas, nous, Alliance pour le changement, n'est pas commenter ce qui s'est fait au regard, bien entendu, de ce que deviendra le pays demain. Nous nous sommes servis de cette situation simplement pour mettre en garde les régimes en place, que nul n'est fort éternellement. Le pouvoir de Kinshasa, il y a 10 ans passés, ne pouvait jamais s'imaginer qu'aujourd'hui, il vivrait en clandestinité
à Kinshasa même. Puisque nous sommes en train de parler de tout justement de Doha, je le disais, on sait qu'il y a eu un accord de principe qui a été signé la semaine passée. Mais cet accord qui va aboutir à un accord dans les tout prochains jours, vous pensez que Kinshasa, puisque vous avez dit qu'il y a les deux parties, chacun veut faire pression, vous pensez que Kinshasa peut céder au brassage parce que de ces côtés-là, le gouvernement dit non lors des négociations? Est-ce qu'on peut arriver à un brassage? En lisant ce qui a été... en lisant ce qui est repris dans le protocole d'accord, je n'ai pas vu un endroit où on a parlé du brassage. Mais toujours est-il qu'il y a un endroit où il parle de l'intégration au cas par cas des différents officiers, bien entendu, au sein des FRDC, au sein de la police et au sein de certains services publics. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il faudra, dans une certaine mesure, que le pouvoir de Kinshasa se remette en cause. Tout ceci arrive à cause de l'imprudence de ceux qui nous ont dirigés. Nous avions eu le temps d'organiser... Du temps de Joseph Kabila ou bien de Félix? Je parle du régime de Félix Tshisekedi, puisque de M. Félix Tshisekedi, puisque ça fait quasiment plus de 5 ans qu'il est au pouvoir. Nous avions suffisamment eu le temps d'organiser nos FRDC. Nous avions suffisamment eu le temps d'organiser notre pays en interne. Nous avons suffisamment eu le temps de mettre de côté toutes ces antivaleurs qui aujourd'hui nous donnent honte d'appartenir à ce pays. Il ne se passe pas une semaine sans pour autant que vous puissiez entendre des soupçons de détournement. Dans quel pays sommes-nous? Et donc face à cette situation, nous disons, Doha c'est bien, mais ça ouvre la porte à la résolution générale du problème. La résolution générale du problème nécessite à ce que toutes les filles, tous les fils de la RDC se retrouvent autour d'une table. Que nous puissions nous dire des vérités en face. Que des engagements soient pris. Et que ces engagements pris soient observés. Puisqu'en partie, ce qui cause la frustration, ce qui nous a emmenés dans cette situation, c'est le non-respect des engagements tenus. D'abord, le non-respect envers la Constitution. Puisque le jour de la prestation du serment, il y a eu des promesses qui ont été tenues au peuple congolais. Je respecterai la Constitution. Je me battrai pour que le Congolais puisse dormir en paix. Mais aujourd'hui, je vous rappellerai, madame, que Bunagana est tombé il y a plus de 2 ans. Je vous rappellerai que ceux qui vivent à Bunagana sont également des Congolais. Est-ce que vous pensez que ces Congolais qui ont eu à voter, à participer au scrutin de 2018 ou de 2023 et qui sont morts par les balles du M23 reposent en paix? Non, ils ne reposent pas en paix. Donc, réalisons que les choses sont en train de mal se dérouler dans notre pays et que pour y mettre un terme, il faut que nous puissions nous retrouver autour de la table. Donc, après Doha, après ou d'abord Washington, Doha, il doit y avoir impérativement un dialogue entre Congolais. Il est clair, madame, Doha. Mais puisqu'il y a plusieurs propositions, on va maintenant suivre le schéma de l'Alliance pour le changement, le pacte social. Maintenant, ça sera dialogue inter-congolais. Avec quel schéma? Les démarches menées par les évêques. Entre-temps, il y a aussi les camps de la patrie. Les démarches menées par les évêques, les propositions menées ou formulées par le président Martin Fayoulou ne sont pas totalement exclusives. Ce sont des propositions, ce sont des schémas qui peuvent se mettre ensemble, qui peuvent se superposer ou qui peuvent évoluer parallèlement. Tout ce que nous voulons, c'est que nous arrivons à briser ce mur de glace qui nous sépare. C'est que nous arrivons à nous retrouver ensemble pour dire des vérités en face. Puisque tout ça, tout ce qui est proposé par différents acteurs politiques n'ont qu'un seul point commun, l'échange, l'entretien. Lorsque cet entretien aura lieu entre différents acteurs, chaque personne apportera son son de cloche par rapport au problème qui gangrène le pays, qui ronge le pays. Et dès que ce problème-là sera mis sur la table, des résolutions seront prises, des engagements également seront pris, pour que, au jour qui va suivre, que nous puissions avoir un pays de paix. C'est tout ce que nous voulons. Puisque dans ces conditions, il n'y a pas un développement qui va venir, il n'y a pas des investisseurs qui viendront pendant que les balles sont en train de crépiter. Connaissant tout cela, le président Jean-Marc Abound avait déjà dit que militairement, ça ne sert plus à rien de rêver. Il faut que nous puissions baisser notre orgueil, que nous puissions tendre la main à toutes ces personnes qui se retrouvent de l'autre côté, qui se dit aujourd'hui armées, et nous qui sommes restés ici en opposition non armée, la société civile,
pour nous retrouver autour d'une table et discuter. C'est le schéma dans lequel nous nous retrouvons. Monsieur, pour le porte-parole, aujourd'hui on parle du procès Joseph Kabila, mais cela a été lancé par l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, qui se retrouve à lui-même aussi devant la justice dans une affaire de détournement de 19 millions de dollars destinés, vous le connaissez, à la construction de la prison à Kisangani. Parce que vous avez dénoncé ici que le pays souffre du détournement. Il y a des cas, le ministre lui-même de la Justice lui-même accusé pour détournement. Mais lors de la reprise du procès du mercredi, Constant Mutamba a nié, il a démenti, il a dit que cet argent, les 19 millions de dollars, sont effectivement récents, se retrouvent plutôt dans une banque de la place. Madame, le cas Constant Mutamba, qui m'écoeure personnellement, en tout cas je lui envoie beaucoup de courage, qu'il tienne bon, la vie elle est comme ça. Le président Kaboun, vous le savez, a eu à faire 3 ans à la prison centrale de Makala pour des faits montés de toutes pièces. Simplement parce qu'il avait usé de son droit à la parole en tant que député national pour fustiger tout ce qu'il y avait de mal en RDC. Encore aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à dire, nous le vivons. Encore aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à dénoncer est en train d'être vécu. La guerre à l'Est est la conséquence du fait qu'on a refusé d'écouter ce qu'il était en train de dire auparavant. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Tout le monde lui donne raison. Et donc, je dirais que nous aimerions que cette célérité utilisée pour le cas Constant Mutamba puisse également l'être pour le cas Nicolas Kazadi. Puisse également l'être pour tous les cas de détournement qui ont été cités ici et là. Puisque vous le savez, 19 millions n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous avons entendu de sommes colossales être détournées dans ce pays. Mais qu'est-ce que nous avons assisté comme spectacle? Semblant de procès, et puis on a relâché. Soit c'est un licenciement pur et simple sans poursuite, soit encore on a étouffé l'affaire. Mais aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vous le dire, avait été prédit il y a 3 ans passés par le président Jean-Marc Abound. Ça ne nous étonne pas. Le président Jean-Marc Abound a prodigué un conseil où il a tenu des propos à l'endroit du président honoraire ainsi qu'à l'endroit du régime actuel, que peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, sachez que la roue tourne. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en train de vous sentir confortable aujourd'hui, sachez que nul n'est fort éternellement. C'est également ce qui arrive à M. Constant Mutamba. Nul n'est fort éternellement. Qui aurait pu imaginer qu'il y a 6 mois passés, c'est lui qui avait mis, bien entendu, la tête de certains compatriotes à prix, plutôt que de songer, plutôt que de proposer la résolution pacifique de ce conflit. Ne voyons pas le nombre de vies des Congolais qui étaient mis en jeu, serait aujourd'hui face à ses anciens collaborateurs. Et donc, cela doit attirer l'attention de tout le monde. C'est pas la preuve que l'état de droit est réellement effectif. L'état de droit n'existe pas dans ce pays, madame. L'état de droit n'existe pas dans ce pays. Disons-nous des choses en face. Puisqu'il n'y a pas eu de complaisance avec le cas Constant Mutamba. Vous disiez qu'il n'y a pas eu de complaisance, mais il est en train de remettre en cause tout ce qui est fait contre lui, en disant que c'est une cabale politique. Mais là, ce sont... L'état de droit n'existe pas dans ce pays, madame. Si vous me dites que l'état de droit existe dans ce pays, je vous poserai la question de savoir si Chéribin Okende s'est suicidé. Êtes-vous d'accord avec cette thèse? Je vous poserai la question de savoir si le président Jean-Marc Abound avait tort en disant que notre pays était en train d'être piétiné. Je vous poserai la question de savoir pourquoi est-ce que Jacqueline Dalle est toujours à la prison. Vous qui me dites que l'état des droits existe. Mais apparemment, l'opposition, vous êtes trop dans la victimisation lorsque... Nous ne sommes pas dans la victimisation. Imposé sa loi, directement, ce sont non. des victimisations. L'État ne veut pas... Lorsqu'il y a violation de la loi, vous êtes trop, c'est ça le mode opératoire de l'opposition. L'État ne veut pas... L'État ne veut pas imposer sa loi. L'État ne veut qu'opprimer la population. L'État ne fait qu'opprimer la population. L'État ne fait que nous opprimer. L'État ne fait que museler notre droit à l'expression. Il suffit de dénoncer ce qui se passe dans ce pays pour se retrouver à la prison. Mais exprimez-vous tout en respectant la loi. Dites-moi les griefs retenus à la charge du président Kaboun qui sont réels, qui soient réels. Puisqu'il s'exprimait en tant que député national, ne l'oublions pas, opposant. Dites-moi. Diffamation. Laquelle? Quelle diffamation? Ou soit nous n'avons pas le même entendement du problème. Nous n'avons pas le même entendement de la question. Faux bruit. C'était quoi le faux bruit? Prouvez que ce qu'il avait dit était faux. Puisqu'aujourd'hui,
Leur ancien collaborateur Nicolas Kazadi est passé pour confirmer les propos du président Kabound, en disant que l'argent qui venait pour des projets, nous distribuons d'abord et puis nous songeons après. Les jetons de présence qui avoisinent les millions. Vous le savez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, M. Gilles Alinguet est cité dans tous les dossiers, dans tous les salles dossiers? Vous le savez. Avec tous les éléments recueillis, aurions-nous le courage de nous regarder droit dans les yeux et de dire que le président Kabound avait tort? Il est allé passer 3 ans de prison injustement. Injustement. Qui ne le sait pas dans ce pays, même à l'échelle internationale, qu'il était le prisonnier privé du président de la République. Il y a eu lorsqu'il est sorti des prisons, il y a Augustin Kabouya qui a dit qu'il avait demandé pardon pour être relâché. Vous faites quand même partie de cette minorité qui croit toujours à ce que raconte M. Augustin Kabouya. Comment il est sorti? Par grâce. C'est une grâce présidentielle qu'il a obtenue. Madame, ce serait une erreur de votre part. Continuer à accorder de l'attention aux balivernes que raconte M. Kabouya. Puisque même au sein de sa famille politique, vous le savez, que c'est une personne qui aujourd'hui est réputée de raconter des âneries. Le président Jean-Marc Kabound n'a jamais bénéficié d'une grâce présidentielle. Le président Jean-Marc Kabound n'a jamais sollicité une quelconque clémence. Mais comment parce qu'il n'y a jamais eu Laissez-moi finir. Comment il est sorti? Madame, renseignez-vous. Il n'a jamais obtenu, il n'a jamais mandaté qui que ce soit pour demander une quelconque clémence. Nous qui l'avons côtoyé, nous pouvons vous le confirmer que le président Kabound était prêt à affronter ces 7 années. Ce n'est pas pour rien que nous avons initié des marches chaque le 9 pour exiger sa libération. C'était pour obtenir une réparation, alors que lui ne voulait pas que nous puissions marcher. Il voulait affronter la justice. Mais si vous avez obtenu une réparation, alors l'état des droits, il y a eu la justice a constaté que ce monsieur a été incarcéré inutilement. Sa place n'était pas à la prison. Alors, non, mais évidemment, applaudir la justice. Non, nous ne pouvons pas applaudir. Nous ne pouvons pas applaudir la justice puisque l'état de droit n'est pas censé s'appliquer grâce à une pression que la population exerce. L'état de droit est censé s'appliquer tout naturellement. Non, mais après, on le président Jean-Marc Kabound, je vous cite, oui, on fait le président Jean-Marc Kabound n'avait pas de raison le président Jean-Marc Kabound, au moins, avait nous, ses militants, pour faire pression. Et ceux qui croupissent aujourd'hui sont militants. Et les prisonniers qui sont là-bas sans procès, vous le savez. Le ministre Constant Moutamba que vous êtes en train de citer, avez-vous la moindre idée du nombre de personnes qu'il a eu à libérer simplement parce que ces personnes-là n'ont jamais eu de procès, ils ne se sont jamais présentés devant leur juge naturel? Madame, continuer à affirmer que l'état de droit existe dans notre pays, c'est faire preuve d'une moquerie à l'endroit de notre peuple. Soyons conscients, nous sommes jeunes, nous sommes congolais. Notre nation a besoin d'une lucidité de notre part. L'état de droit n'existe pas dans ce pays. Et nous, Alliance pour le changement, nous en avons conscience. Nous nous battons pour instaurer cet état de droit. L'état de droit qui traitera chaque Congolais sans complaisance, qui que vous soyez. Peu importe le rang que vous occupiez. L'état de droit, c'est ce que papa Étienne nous a appris. C'est tout sauf ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous êtes aussi à l'UDPS? Évidemment, l'Alliance pour le changement tire ses origines du tshisekédisme. Vous avez commencé directement avec... vous n'êtes pas passé à l'école UDPS? L'Alliance pour le changement tire ses origines directement de l'UDPS. Nous autres, nous sommes les fruits du président Jean-Marc Kabound qui s'est ressourcé auprès de papa Étienne. Et donc, nous avons ce courage de rebâtir notre pays, de transformer notre pays. Et ce n'est ni les brimades, encore moins les intimidations qui vont nous en dissuader. Mais lorsque vous regardez, parce que nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, ce qui s'est passé à l'UDPS entre Augustin Kabouya et Déobisez-vous, puisque vous étiez là-bas, comment vous commentez ça? Je ne me sens pas obligé en tout cas de pousser mes réflexions au sein de l'UDPS, pour l'UDPS. La famille politique, je peux dire mais ça. Mais ce qui arrive à l'UDPS, nous personnellement, ça ne nous étonne pas. Vous voyez peut-être ce que nous avons vu il y a 10 ans, il y a 5 ans passés. On savait qu'au départ de cet homme fort à la tête de l'UDPS, nous arriverons à ce schéma. Et c'est un Tshisekedi? Jean-Marc Kabound. On savait que dès lors qu'il tournerait son dos à l'UDPS. Mais il a été déchu par... il a tourné son dos à l'UDPS. Dès lors qu'il a reçu la mission de mener le combat au sein de la plateforme Alliance pour le changement, on savait que de l'autre côté, ça ne serait que des pleurs et des jérémiades. Pour preuve, depuis qu'il est parti,
Voilà ce que eux aujourd'hui, l'UDPS, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, les militants sont abandonnés à leur triste sort. Nombreux y croupissent encore au chômage. Pas pour me moquer d'eux, pas pour aujourd'hui acclamer ce qui est en train de leur arriver, mais simplement c'est pour dire, lorsque vous avez une mine à vos côtés, apprenez à protéger cette mine. Jean-Marc Kabound était une mine d'or que nombreux n'ont pas su protéger. Le Congo aujourd'hui a la chance d'avoir encore cet homme en vie pour revendiquer le redressement de notre pays. L'UDPS aujourd'hui, elle est morte. C'est vous qui le dites, parce que vous avez quitté. Après, c'est pas moi qui le dis, même ceux qui sont au sein de l'UDPS le disent. Après le régime Tshisekedi, on se retrouvera vous et moi, et on se posera la question. Qu'est-ce que sera l'UDPS? Elle sera à l'UDEMO, elle sera le... C'est comme si vous maudissez la famille, les entrailles de votre mère. Je ne vous dis pas que le président Kabound figure parmi les personnes qui souffrent le plus lorsqu'ils voient cette famille politique aujourd'hui dans cet état. Qui pouvait s'imaginer qu'un jour l'UDPS tuerait ses propres militants? Qui pouvait s'imaginer cela? Personne. Mais lorsque le président Kabound menait le combat pour que ceux qui ont combattu ici à Kinshasa puissent se retrouver, puissent gérer la chose publique, puisque ce sont eux qui connaissent la souffrance du peuple congolais, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. La diaspora est venue s'imposer. Vous le savez. Aujourd'hui, le président Kabound est parti. Qui ne sont pas en train de le regretter là-bas? Tous quasiment. Je ne vous cite pas ceux qui nous rejoignent déjà au combat. La porte est tellement ouverte. Il y a ceux qui quittent... Ils sont nombreux, madame. Qui vont à l'UDPS et aussi de ceux qui l'UDPS. Ceux qui quittent l'Alliance pour le changement et qui vont à l'UDPS. Non, c'est lui qui quitte l'Alliance pour le changement et qui va à l'UDPS. Il n'y a pas deux, madame. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul individu qui, avec le temps, nous constatons qu'il était déjà là-bas, mais c'était plutôt un envoyé. Et nous avons fini par le dénicher et le mettre à la porte. Et donc, je vous dis, je vous rassure, que le président Jean-Marc Kabound est résolument engagé pour mettre un terme à tous les supplices que traverse notre pays. Puisqu'en parlant de l'UDPS, on parle de ces récentes nominations. Il y a eu Malangou Kabedi qui a quitté la direction de la Banque centrale du Congo au profit de André Ouamessa. Apparemment aussi à l'UDPS, il y a eu de frustration. Mais d'abord, vous en tant que... D'abord, comment vous commencez? Le casting a été bon, toutes ces nominations? Bon. Ces personnes sont les collaborateurs du président de la République. Il les connaît sans doute mieux, plus que moi. Mais j'estime qu'au regard du bilan que chacun a dans son secteur, je me dis qu'il n'y a rien à attendre de ce casting ou de ces permutations qui ont été réalisées. Puisque Mme Malangou Kabedi quitte la Banque centrale et se retrouve comme PCA au niveau de la CADECO. Et monsieur... André Ouamessa, qui était directeur d'IRCABA chargé des questions économico-financières, qui se retrouve gouverneur à la Banque centrale. Donc c'est juste une permutation qui, à mon humble avis, n'apportera rien en termes de... Pourquoi vous êtes aussi si pessimiste comme ça? Madame, tout part à la base même de ce pouvoir, de ce régime. Il a été monté sur base de quoi? L'union sacrée. Sur une base de récompense. Est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment aujourd'hui, si vous critiquez Félix Tshisekedi, vous avez lutté, combattu pour qu'il arrive là? Madame, nous n'avons pas lutté et combattu. S'il y a échec, s'il y a et combattu. Problème, vous devez aussi payer le prix. Nous n'avons pas... Vous avez porté Félix Tshisekedi aux élections 2018. Nous n'avons pas lutté et combattu pour faire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi, dès que nous avons constaté que la machine était en train de s'enrayer, nous n'avons pas hésité de sortir de la pièce. C'est pas pour les carrés miniers. Pardon, vous avez dit? Pour des carrés miniers. Lesquels? Parce qu'on vous a toujours dit que Jean-Marc Kabound a quitté, c'était pour le carré minier. Madame, vous maîtrisez les textes de votre pays. Vous connaissez votre pays. Personnels. Vous connaissez votre pays. Si cela était acquis, n'allez pas quitter. Vous savez à quoi ressemble un carré minier? Un carré minier n'est pas un lopin de terre. Un carré minier, c'est une vaste étendue de terre. Et pour l'avoir, pour obtenir cette vaste étendue de terre, elle est très bien réglementée par les textes de notre pays. Parce qu'on vous pose cette question, parce qu'au moins, c'est la population qui se sent victime de tout ça. C'est comme on dit à Lingala Bitomba Banzo, comme à Titine, Monakapasi.
C'est là, j'étais en train de dire, Au nom du n'est rien peuple, d'autre. tout le monde passe au nom N'est du rien peuple. d'autre. Tout le monde passe au nom du peuple. C'est- En fin de compte, ce peuple n'obtient rien. Cela n'est rien d'autre qu'une simple machination. Puisque connaissant ce pouvoir, avoir la moindre preuve qu'il lierait le président Jean-Marc Aboud à une quelconque activité minière dans la région ou au pays, elle n'aurait pas hésité. Ce pouvoir n'aurait pas hésité, il n'aurait pas hésité à brandir les preuves et à les balancer à travers les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vu un document qui relie le président Jean-Marc Aboud à une quelconque exploitation minière? Si ce n'est que de la diffamation à son endroit. Par contre, lui a eu à dire des choses, des vérités qui caractérisaient ces régimes, des vérités qui ont été appuyées même par ceux qui sont passés après lui. Je vous cite M. Nicolas Kazadi, avant qu'il ne soit interpellé là où il était parti à Miabi. Il a été interpellé pourquoi? Pour des révélations qu'il a eu à faire. Vous savez, quelle était cette nouveauté dite dans cette révélation, dans ces révélations, que le président Jean-Marc Aboud n'avait pas effleuré? Le président Jean-Marc Aboud était au cœur du système. Il avait vu ce qu'il s'est passé. C'était tout sauf ce pourquoi nous nous étions battus pour amener l'UDPS au pouvoir. Conscient des obligations qui étaient siennes, conscient de sa responsabilité, il a décidé de jeter l'éponge. Avant de jeter l'éponge, il a tiré la sonnette d'alarme. Il a alerté tous les serrages du pouvoir. Ce n'est pas pourquoi nous étions arrivés au pouvoir. Personne ne l'a entendu. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Tout le monde lui donne raison. Et donc, dans notre combat, dans notre lutte, Votre mot de la fin aussi, parce que dans nous sommes notre arrivés à la combat, fin. Oui. dans notre lutte, nous allons continuer à avoir en ligne de mire l'intérêt du peuple congolais. Pour conclure, j'inviterai tout l'ensemble du peuple congolais de regarder les choses telles qu'elles se présentent en face. Le président Jean-Marc Aboud est un homme de paix. Il veut redorer l'image de nos FRDC. Il veut redorer l'image de la République démocratique du Congo. Pour y arriver, il faut que les Congolais prennent conscience du combat qui est le nôtre. Nous avons 9 pays voisins. Aucun de ces pays voisins ne nous fera de cadeau. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça peut être l'Ouganda ou le Burundi. Et le lendemain, le Centrafrique. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre pour que demain ou après-demain, que notre pays soit mis sur les rails du développement. Qui sera le prochain candidat en 2018? Le prochain En président, 2028, le prochain plutôt. président Le de la prochain. République. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je recevais sur ce plateau de l'émission à l'écoute Monsieur Guy Rogengoy, qui est le porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. C'en est fini pour cette émission. Je vous retrouve très prochainement. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.